Bonjour, voici une vidéo qui va vous expliquer comment l'enseignement peut s'appuyer sur les résultats des sciences de l'éducation. Franck Ramu, directeur de recherche et plus précisément en sciences cognitives, nous explique qu'enseigner n'est pas de l'art, ce n'est pas non plus une science, c'est une pratique fondée sur des contenus disciplinaires et pédagogiques. En général, cet enseignement repose sur des démarches fondées sur le vécu de l'enseignant, sur ses intuitions ou bien sur des croyances véhiculées. Cependant, certaines de ces intuitions sont contre-productives. Alors, comment éviter les idées reçues? De nombreux résultats de la recherche en éducation peuvent nous aider. Ainsi, John Hattie a publié un livre très intéressant regroupant 900 méta-analyses, c'est-à-dire chaque méta-analyse étant elle-même un sujet portant sur un grand nombre d'études. Ces 900 méta-analyses regroupent des millions d'élèves et s'étalent sur une quinzaine d'années. Les résultats sont assez parlants. Ils nous montrent notamment quelles sont les méthodes qui sont les plus efficaces et donc permettent de balayer certaines idées reçues. Une des idées reçues que l'on raconte souvent à nos élèves, c'est le fait de relire un très grand nombre de fois son cours pour l'apprendre. John Hattie nous démontre que c'est faux. Pourquoi la démarche scientifique en sciences de l'éducation est-elle fiable? Elle repose, comme la démarche scientifique en général, sur une démarche qu'on appelle de l'essai randomisé contrôlé. Qu'est-ce que cela signifie? Cette démarche part de l'observation du réel. La taille des échantillons observés doit être suffisamment élevée, au moins 40 élèves. Cette démarche doit être testée sur de nombreux enseignants et donc de nombreux élèves. Elle doit utiliser des groupes témoins, notamment des groupes d'élèves qui ne sont pas soumises à cette expérimentation. Et, pour certains cas, elles peuvent être testées à l'aveugle, c'est-à-dire que soit les enseignants, soit les élèves, soit les deux ne sont pas du tout au courant de cette nouvelle pratique. En quoi la démarche scientifique en éducation permet-elle d'éviter les biais? Elle repose sur la démarche scientifique en général, c'est-à-dire elle part de l'observation du réel, puis il y a formulation d'une hypothèse, mais ce qui est important, c'est que cette hypothèse est associée à des hypothèses alternatives, c'est-à-dire qui permettent de venir vérifier la première hypothèse. Le chercheur doit alors formuler des prédictions testables, autrement dit une expérimentation permettant de vérifier cette hypothèse. Puis, il teste et recueille des données. Il doit alors émettre une conclusion en lien avec les hypothèses formulées. Bien sûr, cette expérimentation n'est vraiment validée qu'une fois qu'elle est vérifiée par les pairs, c'est-à-dire les autres chercheurs, avant publication. Alors, cela signifie-t-il que l'enseignant ne doit pas tester de nouvelles pratiques? Bien sûr que si. Philippe Mérieux, savant pédagogue, nous dit que l'enseignant doit proposer, observer, réguler, mais que, comme le stipule Franck Ramu, certaines pratiques sont fondées sur l'intuition. Et donc, en se reposant sur les résultats des recherches en sciences de l'éducation, on évite de fonctionner sur l'intuition et au contraire de fonctionner sur des résultats prouvés. C'est la fin de cette vidéo. Merci.